Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. Évadé samedi, interpellé aujourd'hui. Cette fin de cavale pour le détenu de l'unité de soins de Tokani. Il a été interpellé par les Mouteuil de Fa'a à Vulveri. Nouvelle offensive contre le plastique à usage unique. Dès le 1er juillet, exit paille, touillettes et gobelets. Les restaurateurs sont-ils prêts? Réponse dans ce journal et point de vue avec notre invité, figure de proue de la lutte contre le plastique. Moya Pereire est président de l'association Tiaifenois. Son combat, ses arguments dans quelques instants. Et du volleyball en fin de journal avec ces tournois entre Tahiti et les îles sous le vent et même les Marquises. Nous irons sur le parquet de Tiari pour le challenge des îles du vent. En jeu, les matchs pour les 3e places, rencontres et podiums en images. Fin de cavale pour le détenu qui s'était évadé samedi de l'unité de soins Tokani. L'homme a été interpellé par les policiers municipaux de Fa'a à 12h10 lors d'une opération de surveillance. Les Mouteuil en alerte avaient d'abord été informés que l'évadé se trouvait sur les hauteurs de Teroma. C'est en redescendant par les quartiers de Heiri qu'ils ont a finalement arrêté un véhicule correspondant au signalement. À bord, l'individu recherché a rapidement été appréhendé. 2 autres individus se trouvaient à bord. Tous ont été placés en garde à vue. On écoute le chef de la police municipale, Ar-Inui Tarhaou. En descendant Teroma, on aurait pu prendre la RDO. Ça aurait été beaucoup plus facile pour revenir au poste. Mais on a décidé de tenter notre chance, de repasser par le bas où il était plus susceptible d'y être. Après, tous nos effectifs étaient, depuis l'alerte d'évasion, étaient sur le qui-vive. On a tous une petite montée d'adrénaline. Quand on entend à la radio, il est là, c'est sur le coup, on intervient. Je ne vais pas dire qu'on ne réfléchit pas, mais on essaie d'avoir les yeux partout. C'est d'avoir un visuel sur l'individu, sur les individus qui sont avec lui. Est-ce qu'ils vont sortir un couteau, quelque chose? Le but, c'est de... Si on n'avait pas les moyens, sans se mettre en sécurité, de le faire, on ne l'aurait pas fait. Voilà. Donc là, on avait les moyens. La chance a voulu qu'on soit 3 véhicules avec 9 personnes. Donc du coup, on a procédé à l'interpellation. Le rapport de force était là. Oui, ça arrive vite parce que potentiellement, il peut être armé, potentiellement, il peut être donc sur le coup. Les autres collègues quadrillent le secteur et on fait feu, on ne laisse pas le temps de réfléchir, quoi. Donc les 2 passagers avant sont sécurisés, lui, il est interpellé dans la foulée, quoi. En tout cas, notre dernier véhicule était au niveau du stop. Et le véhicule sorti de où l'individu était à l'intérieur, sorti de la servitude, était aussi au stop. Donc il pouvait soit faire une marche arrière et aller dans un cul-de-sac, soit rester là. Et bon, après, elle a mentionné également que la conductrice était coopérative. Donc du coup, je pense qu'elle a plus pris peur aussi. Elle est entendue au moment où on parle là. C'est un procès exceptionnel qui s'ouvre ce vendredi matin au tribunal de Pape. Était celui d'un père jugé aux assises pour avoir étranglé à mort son fils de manière préméditée en octobre 2022 à Mahina. Lors de cette première journée d'audience, il a confirmé le déroulement des faits. Sa personnalité a également été scrutée. Un homme qui, malgré l'amour qu'il affirme porter à son fils, a choisi de commettre l'irréparable. Sur place, Athéna Milcam et Tauhiti Tonio Amoussan. Brian avait 2 ans et 10 mois. Un enfant non désiré, mais accepté comme un signe du destin. Ce jour-là, son père avait également prévu de mettre fin à ses jours en ingérant 2 boîtes de somnifères. Une tentative de suicide qui a échoué. Aujourd'hui, il doit répondre de ses actes devant la cour. La mère de la victime, suivie par un psychiatre, est absente en ce premier jour de procès. Faute de certificat médical, elle devrait être entendue plus tard. Dans le box des accusés, le père confirme le résumé des faits dressés par la présidente de la cour. Il reconnaît avoir prémédité son geste pendant 2 mois et s'être finalement décidé la veille du 30 octobre 2022. Pourquoi commettre l'irréparable? 2 versions s'opposent. Selon la mère, l'accusé aurait voulu la blesser en utilisant leur fils. Lors de l'instruction, elle le décrit comme un homme jaloux et possessif.
De son côté, l'accusé brosse également un portrait négatif de son ex-femme, affirmant qu'elle l'aurait menacé de lui enlever leur enfant. En 2020, il engage d'ailleurs une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la garde de Brian, mais la décision lui est défavorable. Malgré cela, le couple se reforme un temps, leur relation reste cependant chaotique, alcool, dettes, consommation de stupéfiants, suspicion d'infidélité et disputes incessantes rythment leur quotidien. L'accusé confie qu'il ne voulait pas laisser son fils grandir dans cet environnement conflictuel. Il avoue même avoir envisagé de provoquer un accident de voiture. Il est depuis placé en détention et suivi par un psychiatre ainsi qu'un psychologue. En prison, il reçoit la visite de 3 proches, dont son père adoptif, qui est le plus présent. Appelé à témoigner, ce dernier décrit l'accusé comme un bon garçon et justifie certains aspects de son passé par l'éducation polynésienne. En revanche, il dépeint son ex-belle-fille sous un jour très négatif, allant jusqu'à exprimer des doutes sur la paternité de Brian, une question qui, selon lui, hantait l'accusé jusqu'à la naissance de l'enfant. Les premiers éléments du procès dressent le tableau d'un enfant pris au cœur d'une famille recomposée instable. Brian, qui n'a même pas 3 ans au moment du drame, souffrait de troubles du langage et du comportement pouvant s'apparenter à des troubles autistiques. Pourtant, son grand-père se souvient de lui comme d'un enfant joyeux, malgré ses difficultés de compréhension. Ce procès est prévu sur 3 jours. D'autres témoins et des experts doivent encore présenter leur déposition devant la Cour lundi et mardi prochain. Et dans sa lutte contre le plastique, le pays passe à vitesse supérieure. Une série de mesures vont entrer progressivement en vigueur jusqu'en 2028. Dès le 1er juillet, l'utilisation de paille, touillettes ou gobelets en plastique seront proscrits. Puis la vaisselle jetable dans les roulottes en début d'année prochaine. Mais les professionnels de la restauration sont-ils prêts à sortir du plastique jetable? Élément de réponse avec Laure Philibert et Mathieu Horay. Il est partout. Le plastique a profondément modifié nos modes de consommation. Modulable, léger et peu onéreux, c'est un contenant pratique pour transporter nos aliments au quotidien. Mais parce que son usage intensif menace nos écosystèmes, une loi pour en finir avec les plastiques à usage unique est établie. Entrée en vigueur depuis quelques semaines, elle prévoit l'arrêt de la commercialisation des contenants et emballages polluants. Volontaires, les commerçants du marché de Piré se sentent pourtant démunis. Quand on prépare nos produits, nous on met des gants et les gants sont en plastique. Ensuite, pour mettre nos produits dans les barquettes, les barquettes sont plastiques. Pour filmer nos barquettes, on a besoin de papier film. Nous, on est livrés à nous-mêmes parce que les autorités ne nous ont pas aidés. Il n'y a pas de solution justement au niveau de s'il n'y a plus de plastique. Nous, on a essayé, mais on n'arrive pas. La nouvelle réglementation prévoit dans un premier temps l'élimination de la vaisselle et des contenants en plastique jetables, puis les emballages et films alimentaires suivront. Cette enseigne américaine de restauration rapide a d'ores et déjà pris les devants. À la fin de l'année 2025, on n'aura plus de plastique dans nos restaurants. Donc c'est une démarche qui avait été entamée déjà depuis longtemps. C'est l'enseigne qui s'est imposé ce calendrier. Ce n'est pas un calendrier qui nous a été imposé par le gouvernement. La démarche elle a déjà été engagée. On utilise des couverts en bois, des pailles en carton. On n'a jamais utilisé de sacs en plastique. On a toujours utilisé des sacs en papier. Donc oui, on va continuer cette démarche-là dans le temps et avec un calendrier relativement court puisque fin 2025, on n'aura déjà plus de plastique dans nos restaurants. Alors elle va difficilement pouvoir se mettre en place, en tout cas pas selon le calendrier qui a été fixé, parce que c'est un calendrier extrêmement serré. Par ailleurs, ce qu'on regrette, c'est un manque de concertation avec les professionnels et surtout un manque de prise en compte des réalités de notre quotidien d'exploitant. Si l'esprit de la loi apparaît vertueux, dans la pratique, il génère un certain nombre d'effets pervers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte qui a été mis en place en Polynésie au mois de septembre 2024, c'est exactement le même texte qui a été mis en place en Europe, au niveau européen. Et il a été abrogé à la fin de l'année 2024 parce qu'ils se sont aperçus que les règles qui étaient mises en place avaient beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Ça a nécessité l'engagement, l'utilisation de beaucoup de détergents, une consommation très importante d'électricité et d'eau, ce qui est totalement contradictoire avec la protection de l'environnement. Donc ce texte qui vient d'être mis en place en Polynésie a été abrogé il y a 3 mois au niveau européen. Enfin, la nouvelle réglementation prévoit des amendes majorées sur le principe du pollueur-payeur.
Et nous accueillons à présent Moya Pereer, qui est donc la présidente de l'association Ti Aifenua Yorana Moya. Alors, les sacs plastiques sont déjà interdits. Les professionnels jouent-ils le jeu? Alors, c'est vrai que cette transition, elle a démarré déjà il y a quelques années sur le territoire. Aujourd'hui, malheureusement, la loi qui interdit la distribution et la production de sacs plastiques, elle n'est pas totalement respectée puisque 54% des importateurs, distributeurs, producteurs de sacs plastiques ne rentrent pas dans le cadre. Donc sur le sujet, on attend vraiment du pays que des sanctions, des contrôles soient mis en place. Il en faut un peu plus peut-être aussi? Il en faut un peu plus, d'autant plus que là, avec les nouvelles réglementations qui s'appliquent déjà depuis le début de cette année, puisque les commerçants, enfin en tous les cas les restaurateurs, sont dans l'obligation de fournir à leurs clients des carafes d'eau gratuites. Si on veut que l'ensemble de ces mesures soient respectées, le contrôle doit être vraiment renforcé. La loi anti-plastique est prévue, comme il est précisé dans le sujet, pour le 1er juillet. Sommes-nous prêts? Alors, sommes-nous prêts? Nous, en tant qu'association, nous sommes prêts. Je pense que, alors, on a fait le tour des restaurateurs, puisque c'est notre rôle de faire de la sensibilisation. Les avis sont mitigés. Certains, alors, on est conscient de la nécessité de passer à un autre mode de consommation. Mais souvent, il y a des freins qui sont liés notamment au coût des alternatives, parce que ces alternatives, elles existent depuis quelques années. Déjà, on le voit quand on va acheter des plats emportés, par exemple. On voit des alternatives, on voit des plats qui sont vendus dans des contenants en bagasse. On a aussi le bois, on a le carton. Ces alternatives, nous, on est en tant que collectif, en tant que citoyen, on n'y est pas plus favorable que ça. Parce que ça reste du déchet. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc l'idéal, ça serait d'utiliser tout ce qui peut être réutilisé, de redonner une place à la consigne, même si j'entends dans le reportage, j'entends le fait qu'on va consommer plus d'eau, on va consommer plus d'électricité. J'entends. Justement, ces professionnels dénoncent une mesure plutôt contre-productive. Alors moi, je demande à voir. Je pense que la contrainte amène l'innovation et je reste persuadée que les producteurs, en tous les cas, et les importateurs trouveront des solutions adaptées à notre territoire insulaire. C'est vrai que la problématique de l'eau, elle est réelle, mais je crois aussi dans la force du collectif, je crois qu'on peut innover. Et est-ce que ces alternatives à tous ces objets en plastique sont suffisamment encouragées? Alors, les discussions sont en cours avec le pays et d'ailleurs, c'est inscrit dans le STPJD, dans le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets. L'idée, c'est de mettre en place des mesures incitatives et d'encourager les producteurs locaux à produire davantage d'alternatives en local. Donc, on voit déjà plein d'entreprises privées, des initiatives privées, non pas que associatives, mais pour valoriser nos matières premières. Donc je crois dans la création d'emplois locaux durables. Et oui, le pays, alors je ne suis pas le pays, mais on espère en tous les cas des mesures incitatives pour accompagner cette transition. A-t-on une idée de la quantité de plastique importé au Fénois? Alors je n'ai pas les chiffres, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres là ce soir. La finalité, c'est d'interdire tous les emballages plastiques? Oui, alors on va aller le pays dans sa loi va jusqu'aux barquettes, nos fameuses barquettes qui sont tant utilisées par nous tous les jours. Ça va impacter évidemment les traiteurs, puisqu'on utilise beaucoup, les restaurateurs aussi. Mais encore une fois, les alternatives, elles existent. Et on a ce fameux film plastique qui est aujourd'hui remplaçable par tout ce qui est... alors on a les contenants réutilisables, mais on a aussi le bivrap, ces fameux tissus imbibés de cire d'abeille, qui peut aussi être utilisé pour emballer même les casse-croûtes. Merci beaucoup, Moya Pereer, d'avoir répondu à notre invitation. Merci.
2 adolescents ont été grièvement blessés ce jeudi soir à Papara après avoir été fauchés par un véhicule. L'accident s'est produit dans le quartier Luki. Selon nos confrères de Radio 1, les 2 victimes circulaient en bord de chaussée lorsqu'elles ont été percutées par un automobiliste qui a également été blessé. Les 2 lycéens ont été transportés au CHPF pour être pris en charge. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. La grève est toujours effective chez le fournisseur d'électricité de Moorea Maiao. Après 3 jours, une rencontre entre les acteurs concernés a eu lieu ce matin, mais rien n'a abouti. Rencontre qui fait suite à un communiqué de l'EPIC de l'Ilser pointant du doigt les demandes extravagantes du syndicat CSIP. Voyez les détails avec Sophie Guébel et Naya Bennett. Aucune avancée sur le front de la grève à l'EPIC de Moorea. Au 3e jour, la direction, le maire de la commune et les grévistes ont tenté de négocier durant plusieurs heures. Pas d'issue favorable à cette rencontre, une rencontre qui fait suite à un communiqué de l'EPIC hier soir. Il dénonce les agissements de la CSIP qui mène la grève et évoque des attaques récurrentes contre le fournisseur d'électricité. Le syndicat réclamerait toujours plus d'avantages et de primes pour les agents, alors que leur niveau moyen de rémunération avoisine le 1 million de francs selon la direction. Du côté de la CSIP, les demandes des agents, anciens salariés de DT, ne sont que l'application des accords signés avant le démarrage des opérations de l'EPIC. Hors de question pour la direction qui refuse de donner suite à ces demandes extravagantes. Elle conduirait selon elle à des hausses considérables de la tarification de l'électricité sur l'Ilser. La balle est donc désormais dans le camp de la CSIP. Le syndicat n'a pas donné suite à nos appels aujourd'hui. Le maire de Moorea Maiao et la direction de l'EPIC, quant à eux, n'ont pas souhaité communiquer à l'issue de leur rencontre. Santé, à présent, la campagne de vaccination contre la grippe à Marina qui a débuté ce vendredi. Un stand était installé dans une grande surface afin d'être visible du grand public. Au 10 février, 215 cas de grippe avaient été confirmés avec 54 hospitalisations. Aucun décès n'a été signalé à ce jour. Cette campagne a été plutôt bien accueillie par la population de Marina. On écoute l'infirmière sur place, Eva Raoul, les réactions au micro de Rarhauma Cheong. Voilà, parce que c'est important de se protéger. La prévention, c'est toujours important et ça coûte moins cher à la CPS. Oui, c'est important. C'est important de prendre soin de soi au niveau de la santé, pour les enfants aussi. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on a eu pas mal de gens qui se sont arrêtés, qui étaient très intéressés, qui ont posé des questions. Tout le monde n'est pas éligible, par contre, à la vaccination qu'on fait, en tout cas à la campagne qu'on fait en ce moment. Les personnes qu'on cible en ce moment, c'est plutôt les personnes âgées, personnes de plus de 60 ans, qui ont des longues maladies, les femmes enceintes et les personnes, le personnel navigant et dans le tourisme. Les prochaines campagnes sont prévues dans les communes de Pire, Hitia et Papeno. Rappelons-le que la campagne de vaccination se poursuit jusqu'au 30 avril prochain. Elle souhaite voir ses employés heureux. La commune de Paille a organisé aujourd'hui une journée de cohésion avec ses agents. Le temps d'une matinée, et les policiers municipaux sont devenus champions de volley. Les responsables des espaces verts porteurs de fruits, même le maire a troqué son écharpe contre une rame pour se mesurer à ses équipes en V6. De quoi changer son regard sur ses collègues de travail, comme nous le montrent Laure Philibert et Mataï Horey. Ils sont cuisiniers, secrétaires ou pompiers. Ces joueurs de volley sont aussi tous agents communaux. Pour la première fois, une journée cohésion les rassemble, journée offerte par les élus. Ça change un peu, parce que quand on est sur nos lieux de travail, c'est bonjour, au revoir, on est en activité. Mais aujourd'hui, ça va. S'associer avec certains services que nous, on ne se croise jamais au travail. Du coup, avec cette journée, on découvre chaque service, on s'améliore au niveau des activités qui se passent. On rigole, on s'amuse. Pour la première fois qu'on s'amuse comme ça. Les équipes mixent les différents services. Animés par la volonté de gagner,
les connexions se forment. Ça change exactement, hein. Ça change, on change d'environnement, on change d'activité, c'est vraiment bien. Voilà, pour casser un peu ces relations hiérarchiques que nous avons dans le dogmatisme de la gestion d'une commune, donc on a demandé aux agents de bien vouloir accepter qu'on se retrouve dans une journée de cohésion où les barrières hiérarchiques institutionnelles tombent et puis on passe un moment de joie sur plusieurs types d'activités sportives bien entendu, mais également de sport traditionnel. Voilà, il y a beaucoup de triches, hein. Dès qu'ils me voient un peu en deuxième position, le premier s'arrête pour laisser passer le Tavana. C'est le privilège de la fonction. Hein. Mais pas de concession pendant la course de V6, même pour le Tavana. Pour adoucir définitivement les mœurs, la journée s'est achevée par une bringue et même une remise des prix pour les équipes les plus motivées. Ce matin, et comme chaque année se tenait la 17e édition du salon Terara, une trentaine d'exposants étaient présents. Le tressage et le savoir-faire de l'archipel des Australes ont été mis à l'honneur. Cette fois-ci, la particularité était non seulement le tressage, mais aussi les bijouteries en perles et colliers de nacre. Le reportage de Heymanu Manoutai et Jean-Tienne Roy. Chapeaux, colliers et paniers étaient à l'honneur pour la 17e édition du Salon Terara, un événement qui regroupe comme chaque année artisans venus des Australes et de Tahiti. Un plaisir pour les visiteurs. Beaucoup d'efforts, les mamans ont bien fait le travail. Ils n'ont pas oublié les coutumes. Hein. Nous, on est vieilles là maintenant, nos enfants, j'espère qu'ils vont refaire ce travail. Hein. Grâce à ces personnes, ça fait travailler ces produits quand même, qui est l'artisanat, hein, et qui fait pour moi, là, je m'habille avec parce qu'il faut quand même penser à eux. Âgée de 21 ans, Pouhere est étudiante, mais elle s'est lancée dans l'artisanat. Le tressage est une passion, la transmission du savoir-faire est une valeur importante à ses yeux. Pour présenter des produits de qualité, il y a un travail avant. Et ça, c'est beaucoup de temps. Et en tant qu'étudiante aussi, ça nous demande beaucoup de temps. Et malheureusement, on ne peut pas faire tout en même temps. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 6 mars de 8h à 17h dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Une semaine bien chargée pour la Fédération tahitienne de volleyball. 3 tournois étaient organisés entre Tahiti, les îles sous le vent et les Marquises à Tiare. Le challenge des îles du vent a rassemblé 13 équipes chez les seniors, hommes et dames. Les phases finales se sont disputées aujourd'hui. Chez les dames, Manuura l'emporte au tie-break face au Pir'e Volleyball Club. Retour sur cette rencontre avec Désiré Teiva au Andy Ebb et Liora Bonic. Elles étaient mal embarquées dans cette petite finale. Les joueuses de Manuura auront réussi à inverser la tendance face à leurs adversaires de Pir'e. Dans le premier set, les Oranges font la course en tête et comptent jusqu'à 8 points d'avance sur la formation de Paia. La capitaine Kumuhea Teo et ses partenaires de Manuura vont finir par réduire l'écart en fin de set, mais cette première manche est bien remportée par Pir'e, le score 25-23 pour les Oranges. Dans le deuxième acte, les volleyeuses de Manuura prennent clairement le dessus. Les Rouges et Noirs de Paia font la course en tête et prennent jusqu'à 10 points d'avance. Elles empochent le gain du set sur le score de 25-16. Je crois qu'au début du match, on n'était pas vraiment dans le match et petit à petit, on s'est dit qu'il fallait se battre pour avoir ce set. Après, c'est pas grave, on a perdu le premier set, mais on s'est quand même battu pour le deuxième set. Dans le tie-break, Manuura et Pir'e se rendent coup pour coup. Mais la rencontre bascule lorsque Kumuhea Teo se présente au service. La réception des Oranges est mise en difficulté. Les volleyeuses de Paia inscrivent 5 points de suite. Score 15-10 et une troisième place décrochée. On n'a pas baissé les bras et on s'est battu jusqu'au bout. C'est quand même sur le podium. Hein. Après, on est venu déjà pour s'amuser. C'est déjà ça. Et quand on a gagné le premier set, pour nous, on a gagné tout le match. On s'est laissé aller. C'est pour ça qu'on a perdu le deuxième set. Mais on n'a pas lâché, vu que le tie-break s'était serré. Mais on a fait beaucoup de fautes, hein. On s'est beaucoup lâché. On est 4e, non ça va, on n'est pas déçus du tout. On s'est battu jusqu'au bout, ça va. Chez les hommes, le match pour la 3e place a vu la victoire de Teva Yuta face à Vénus. Prochain rendez-vous pour les amateurs de volleyball, le Challenge de Polynésie prévu en mai. Nous arrivons au terme de cette édition. Dans quelques instants, retrouver à Tatatumu, suivi de votre émission de divertissement Danse avec les stars. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision et à demain.
Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.